Bienvenue et merci de votre présence à ce direct du droit qui est dédié au risque RH. Je me présente, je suis Myriam Mika, je suis responsable marketing et communication pour les métiers du droit au sein d'Inextinso et plus particulièrement pour la marque Inextinso Avocat. De par mes fonctions, je serai un peu votre madame loyale lors de cette émission. À ce titre, je vous remercie de couper vos micros, vos caméras. Cela va permettre la fluidité de nos échanges et des réponses aux questions que vous avez posées. Au niveau logistique, nos intervenants vont répondre aux questions que vous avez posées dans le formulaire d'inscription. Suite à ces questions, nous prendrons les questions qui seront posées dans le chat. Ce n'est pas forcément le sujet, mais pour les personnes qui ne nous connaissent pas, je vais rapidement vous présenter le groupe Inextinso en 5 minutes chrono. Donc, Inextinso est le leader de l'expertise comptable et du conseil aux TPE et PME en France. On a 110 000 clients, 250 agences au niveau national, 5 500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros. Inextinso a une stratégie d'accompagnement à 360 degrés de ses clients, ce qui implique de les accompagner à partir de la création de leur entreprise avec Point C, en expertise comptable bien entendu, en externalisation de la fonction finance avec Adastra, sur la gestion de la paye, sur la croissance externe et la transmission de leur activité avec Inextinso Finance et Transmission. On intervient aussi en conseil aux entreprises innovantes et avec une expertise très particulière de conseil aux acteurs privés et publics de l'hôtellerie et du tourisme avec Inextinso Tourisme, Culture et Hôtellerie. Nous accompagnons également les chefs d'entreprise dans leur vie personnelle et notamment dans l'optimisation de leur stratégie fiscale avec Inextinso Patrimoine. Inextinso a souhaité renforcer ses équipes juridiques et a créé en 2015 Inextinso Avocat, qui est un réseau de cabinets d'avocats d'affaires pluridisciplinaires. N'hésitez pas à couper vos micros, s'il vous plaît. Le service juridique d'Inextinso aujourd'hui, c'est 450 personnes réparties dans 80 agences au niveau national. Parmi ces équipes juridiques, on compte 9 cabinets d'avocats pluridisciplinaires qui sont dirigés par 20 avocats associés. Nous accompagnons des clients de toute activité, tout secteur d'activité, donc, et de toute taille, dans des domaines d'expertise de droit qui sont nos spécialités, enfin, en tout cas, nos expertises, le droit des sociétés, droit des affaires, droit fiscal et droit social, et sur des domaines de droit un peu plus particuliers comme la propriété intellectuelle, le RGPD, le droit civil, le droit public, l'environnement, le droit immobilier, le droit international et une expertise également toute particulière en tourisme, hôtellerie et restauration. Nous accompagnons donc l'ensemble de nos clients à la fois en conseil et en contentieux. Je vais maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont chacun se présenter. Alors Nathalie, je te laisse. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Guidoni, donc je travaille au sein d'Inextinso Opérationnel, donc qui est le siège du groupe Inextinso, et je m'occupe de gestion des risques et assurance donc depuis plus d'une quinzaine d'années au sein du groupe, et donc est née de cette idée de la gestion des risques que l'on faisait, qu'on réalisait en interne. Cette idée de fournir aussi à nos clients ce genre de prestations, puisque cela me semblait tellement pertinent et intéressant que je pense que tout le monde devrait être doté à minima voilà, un dispositif de gestion des risques, donc qui sera notre thématique focalisée aujourd'hui sur les ressources humaines. Eh bien, écoute, merci Nathalie. Quand on parle risque, on parle droit, et le cas échéant, métier du droit, dont avocat. Donc, Pierre-Jacques Castanet, moi je suis donc avocat spécialisé en droit du travail et par ailleurs le président d'Inextinso Avocat qui intervient en complémentarité et en interprofessionnalité avec les métiers du conseil et du chiffre au sein du groupe Inextinso. Et nous avons considéré qu'il y avait une réelle complémentarité à agir de concert pour offrir un service à 360 degrés à l'ensemble de nos clients qui sont pour l'essentiel TPE, PME et ETI.
Parfait. Nous allons pouvoir passer à la première question. Qu'entend-on par risque RH? Alors, donc du coup, effectivement, je vais commencer par, cette question, hein, donc une question, très intéressante, qui permet d'introduire le sujet. Donc, les risques, RH, effectivement, c'est pas forcément les ressources humaines, c'est pas forcément un réflexe, pour et notamment, pour des TPE, PME, hein, donc de manière encore plus réaliste que pour des grandes entreprises, de gérer, cette thématique, par, sous l'angle d'une approche par les risques. C'est pas forcément, un réflexe. On a l'habitude de gérer toutes ces thématiques, gestion, enfin de ressources humaines, qui sont, assez importantes et qui sont, véritablement, hein, vous le savez, encore mieux que moi, qui sont des sujets qui sont très mouvants, hein. On a beaucoup d'évolutions rapides, fréquentes, de gestion, en tout cas de droit social. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de sujets qui viennent se greffer à ceux qu'on avait l'habitude de gérer en interne, qui viennent se greffer et donc il faut absolument prendre en considération pour gérer en fait son entreprise. Donc, de quoi parle-t-on en fait en gestion de risque RH? À quoi ça sert d'avoir cette approche-là? Eh ben, de toute façon, d'inscrire ça dans une globalité de gestion des risques et pour être de plus en plus résilient. Et on vise là effectivement la performance de l'entreprise, puisqu'il s'agit de matérialiser et conscientiser les vraies problématiques, les vrais sujets. Qu'est-ce qui empêche un dirigeant, qu'est-ce qui empêche un directeur de ressources humaines d'atteindre ses objectifs? Donc, de quoi parle-t-on aujourd'hui effectivement, hein, donc, en plus, comme je le disais, des risques que vous connaissez déjà, hein, donc c'est pas moi qui vais, vous apprendre quels sont, ce que vous avez, aujourd'hui, véritablement sous les yeux. Mais on a de plus en plus, on en entend parler, donc, à la sortie de la crise sanitaire, un certain nombre de sujets d'organisation du travail, de télétravail, peut-être de conflits un petit peu, grandissants, des problématiques de recrutement, hein, donc des pénuries de personnel dans certains secteurs d'activité, mais qui sont, de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on a aussi des grandes thématiques qui surviennent et que, l'on peut estimer parfois qui sont très éloignées finalement de notre, activité, notre secteur et notre fonctionnement du quotidien, mais néanmoins, c'est peut-être pas forcément une réalité qu'on est si éloigné que ça. Et c'est pour ces raisons-là qu'il est absolument important de faire un tour d'horizon de toutes les problématiques RH par cet angle des risques, puisque chaque thématique, finalement, tous les risques sont interconnectés, ils sont interdépendants. C'est aussi vrai dans une gestion globale de risques, hein, qui sont sur les autres thématiques, mais finalement, tous les sujets RH sont de plus en plus nombreux et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cela devient très crucial de les matérialiser et de les traiter en tant que tels. Donc là, on peut citer un certain nombre d'exemples, hein. Donc on avait des sujets comme l'éthique qui étaient donc forcément intégrés un petit peu à ces problématiques de ressources humaines, mais on a aujourd'hui également tout ce qui est relatif à la RSE. On a également, on en entend parler, on pense que c'est très loin, mais vous avez tous entendu parler de la grande démission qui a eu lieu aux États-Unis. C'est beaucoup moins vrai chez nous, mais néanmoins, c'est peut-être un petit peu en termes de quête de sens, parce que ça, on en entend également beaucoup parler. Aujourd'hui, on assiste à un certain nombre de remises en question par les gens et un nouveau rapport au travail qui est totalement différent, hein, notamment avec l'arrivée de la Gen Z. Si vous en entendez parler, aujourd'hui, c'est une génération de jeunes qui a une toute autre approche et un tout autre rapport au travail. Et cela modifie totalement le paradigme qui était le nôtre auparavant. Donc, avant, donc, les candidats devaient s'adapter, les collaborateurs s'adaptaient à l'entreprise, à l'employeur et à ses règles. Aujourd'hui, on assiste à une modification et à un retournement de situation dont il faut absolument tenir compte puisque, comme on le disait, les ressources humaines sont le moteur
de l'entreprise. Vous en avez absolument besoin pour faire vivre l'entreprise, pour atteindre vos objectifs et, voilà, et être performant et rester un petit peu dans la course. Donc, c'est vraiment des sujets qu'il faut prendre en considération, bien que l'on considère ou qu'on estime qu'ils sont très, très lointains de notre activité ou en tout cas de notre quotidien. On assiste aussi à un sujet de quiet quitting, hein, donc là, on est plus sur la grande démission, mais on est sur une démission silencieuse. Et ça, c'est encore presque pire que cette grande démission parce que peut-être qu'on n'en a pas conscience, peut-être que ça arrive dans votre société, dans votre entreprise, votre organisation, sans que vous en rendiez compte au quotidien. Peut-être que là, hein, vous savez, on touche, quand on parle de démission silencieuse, ce sont ces gens qui finalement vont faire le minimum, le strict minimum pour l'entreprise, qui ne sera plus sa priorité. On n'a plus envie de faire carrière, on n'a plus envie de s'investir au-delà de ce qui nous est requis. Et finalement, eh ben, c'est toute la performance de l'entreprise qui, à terme, va s'en trouver affectée par ce genre de comportement. Donc, c'est tout un tas de sujets qu'il convient d'anticiper. Et donc, quand on parle de risque RH, l'idée, c'est véritablement d'anticiper la survenance de risques. Il y en a certains qui sont peut-être déjà avérés, qu'il faut traiter, les réduire et réduire en tout cas la probabilité d'occurrence, mais surtout ses conséquences, donc leur impact. Mais également donc d'aller beaucoup plus loin et de prévenir ceux qui ne seraient pas encore survenus dans l'entreprise pour pouvoir anticiper et voilà, se préparer au mieux pour éviter que l'on soit trop impacté par des sujets qui arriveraient chez nous, hein. Donc ça, on a vraiment des thématiques aujourd'hui qui sont nouvelles, qu'on n'avait pas forcément prévues. C'est vraiment des concepts assez nouveaux. On est tous touchés par ça. Ne serait-ce que le télétravail, hein. Très peu d'entreprises avaient prévu du télétravail et s'étaient organisées avant la crise sanitaire. Désormais, bon, on a été à marche forcée sur ces thématiques-là, mais néanmoins, on a dû s'adapter et je pense que ça aurait été beaucoup plus confortable pour un certain nombre d'entreprises de l'avoir anticipé. Et c'est tout l'objet en fait d'une gestion des risques de ressources humaines qui sont voilà, le premier moteur de l'entreprise. Je ne sais pas, Pierre-Jacques, si tu veux Oui, rebondir non, sur tout à ces fait. En fait, si vous voulez, généralités. on est il est banal de venir dire que ce qui compte dans une entreprise, ce sont les hommes et les femmes. Ça, tout le monde le sait, c'est pas une invention. Aujourd'hui, et c'est l'intérêt et c'est la sensibilisation de ce direct de droit, c'est de dire que cet élément essentiel, et bien maintenant, on peut le cartographier, il faut le prendre en compte, parce que derrière, ça a effectivement des impacts en termes de performance, d'organisation du travail, de recrutement, et on voit bien que tout se tient à une entreprise qui ne sait pas gérer ses risques RH. C'est une entreprise qui, sur le plan de la marque employeur, peut être, comment dirais-je, mise à mal, notamment dans le cadre des réseaux sociaux, etc. Et donc, si on ne sait pas gérer tout ça, eh bien, on peut se retrouver avec une pénurie de recrutement qui vient renforcer la pénurie qui existe un peu partout dans tous les domaines. Voyez. Donc, à partir de là, c'est se poser des questions, c'est essayer d'y répondre et en tout état de cause, ne pas les mettre de côté et voir quelles sont les mesures que l'on peut prendre. On verra à la fin du direct de droit quelques focus sur 3 risques en particulier sur lesquels je me permettrai de vous soumettre un certain nombre de préconisations. Voilà, tout à fait. Donc, Merci. Oui. Vous voulez rajouter quelque chose? oui, voilà, juste pour, pour finir sur cette introduction, effectivement, hein, aussi, ce qu'il faut avoir à l'esprit qui est relativement important, c'est que cette action de gestion de risque RH est aussi une manière de se créer des opportunités. Un risque doit être considéré comme une opportunité. Alors, ce n'est pas forcément un réflexe qu'on en a quand on en entend parler de risque, puisqu'on voit toujours la menace, on voit toujours la connotation un peu négative et un peu déprimante du sujet, mais néanmoins, il faut avoir à l'esprit que tout risque peut être aussi également une opportunité pour l'entreprise. Parfait. Donc, question numéro 2. Quelle méthodologie utiliser pour identifier les risques RH en entreprise? Alors effectivement, donc méthodologie, l'identification des risques est bel et bien la première
la première phase. Donc, comme disait Pierre-Jacques, on va réaliser une cartographie des risques. Cette cartographie des risques, en dehors de la première phase qui va être de préparation, si c'est quelqu'un d'extérieur qui vous accompagne pour cette démarche de gestion des risques, il va y avoir une phase de préparation, de prise de connaissance, donc des éléments internes à la société. Donc là, on va effectivement analyser tout ce qui est documentation telle que organigramme à jour et complet, et également fiche de poste. Si ça n'existe pas, on essaye de faire un tour d'horizon pour avoir ce genre d'informations le plus précisément possible. Et on va ensuite, de cette phase de préparation, procéder à l'identification des risques RH, où là, la manière la plus pertinente de procéder est bel et bien de s'entretenir avec des sachants. Alors, les sachants, l'intérêt en termes de ressources humaines, c'est qu'ils peuvent être tous les collaborateurs et directeurs, managers de l'entreprise, puisque tout le monde a un avis, un ressenti, un vécu, un historique sur les sujets divers et variés des ressources humaines de l'entreprise. Donc là, sur cette thématique de ressources humaines, mais vraiment au sens large, c'est véritablement intéressant d'interroger, on peut dire, j'aime pas trop ce terme, mais c'est de s'entretenir avec le plus de collaborateurs possibles de l'entreprise, quels qu'ils soient. Donc, effectivement, on a, quand on parle d'entretien avec ces personnes-là, on a deux approches différentes. On a celle que l'on appelle du top-down, donc on va s'entretenir avec le dirigeant, directeur ressources humaines et autres. Donc là, on va définir un périmètre pour avoir le maximum d'informations, d'avoir une analyse la plus exhaustive possible. Donc, sur cette approche top-down, donc c'est une information descendante avec la direction, le management intermédiaire. Et on a une deuxième approche que l'on appelle aussi le bottom-up. Et là, donc, ce sont donc la formation montante puisque l'on va s'entretenir avec des opérationnels. Sur les risques de ressources humaines, le plus intéressant, le plus pertinent est donc d'avoir une combinaison de ces deux approches, puisque cela permet de croiser les regards et d'aligner un petit peu son analyse et permettre à la personne donc, qui va faire ce travail d'analyse donc de prendre de la hauteur, de prendre du recul et puis de procurer aux dirigeants et aux DRH finalement cette analyse très factuelle et objective de la situation. Alors, c'est pas facile d'admettre, d'avoir l'avis de tous en tant que si vous êtes dirigeant, si vous êtes DRH, si vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude de faire des baromètres RH, etc., d'interroger un petit peu tout le monde voilà, au sein de votre organisation. C'est un exercice, effectivement, c'est pas forcément l'exercice le plus confortable qui soit, mais néanmoins, c'est celui qui va permettre de faire émerger des vrais sujets. Parce que comme on le disait, et Pierre-Jacques le disait très justement tout à l'heure, c'est pas, voilà, on vous apprend rien si vous avez un problème d'absentéisme, si vous avez un turnover qui est trop important, si vous avez une pénurie de ressources sur telle ou telle thématique ou dans tel ou tel service. Là, on n'apprend rien. L'idée et tout l'intérêt de cartographier ces risques RH, c'est de faire émerger les vrais sujets, les vrais facteurs de risque pour anticiper les conséquences. Donc, on va là essayer de dresser, de formaliser des scénarios de risque, donc les pires plausibles, mais il faut que ça soit plausible pour justement prévoir et mettre en place des actions, des mesures qui vont nous permettre d'anticiper ou en tout cas de réduire les risques si certains d'entre eux étaient déjà avérés. Voilà, Pierre-Jacques, est-ce que tu veux rebondir à ce sujet-là, je vous rappelle, on aura sûrement l'occasion d'en reparler, que l'un des outils, l'une des illustrations de cette méthodologie est la constitution du DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. Et je voudrais attirer votre attention sur un point. Ça date d'il y a une vingtaine d'années, ce document unique. Et moi, je me rappelle que à l'époque, quand c'était sorti, on disait, mais enfin, pour les entreprises qui sont dans des entreprises de services, quand les gens sont derrière leurs ordinateurs, c'est quoi les risques? À part éventuellement peut-être un risque de myopie ou de problème d'yeux, il n'y a pas de risque. C'était, mais qu'est-ce qu'on vient nous ennuyer avec tout ça? Et en fait,
ce texte-là, ces dispositions-là avaient 20 ans d'avance. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit Nathalie, eh bien, même si on travaille dans une entreprise qui n'a pas de risque physique, hein, quand on est derrière un bureau, est-ce qu'il y a vraiment des risques physiques, sauf à tomber dans l'escalier ou avoir une chute d'ascenseur? Bon, eh bien si, parce que derrière tout ça, il faut anticiper effectivement quelle est la charge de travail, quelle est l'organisation du travail, comment est-ce que les questions de confort, et on l'a bien vu notamment avec notamment le télétravail, on pouvoir être résolues. Donc, vous voyez, de tout cela, ça n'est pas, comme le disait Nathalie, se faire peur pour se faire peur, c'est simplement anticiper pour se dire comment, s'il se passe quelque chose, je vais pouvoir réagir et comment je vais pouvoir de cette situation-là en tirer une opportunité, c'est-à-dire finalement mieux m'organiser pour être plus performant et pour satisfaire le client. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas une démarche pour embêter les entreprises, c'est peut-être une démarche très business pour augmenter la satisfaction client et donc, bien évidemment, l'activité de l'entreprise. Voilà, sécuriser un petit peu toutes les activités, être beaucoup plus confortable dans sa gestion du quotidien et vraiment, véritablement une cartographie des risques, elle sert à ça. C'est vous avez sous les yeux une photographie de vos risques, vous savez comment il faut agir pour pouvoir, voilà, être beaucoup plus confortable dans votre quotidien et puis, vraiment prendre en compte en une seule photographie tout quels sont vos sujets et vos priorités. Et vous avez, je vous rappelle, des partenaires. Alors, il y a bien sûr dans les entreprises les salariés, bien évidemment, mais quelques partenaires extérieurs qu'il ne faut pas négliger. Alors, comme partenaire pas tout à fait extérieur, c'est le CSE, hein, le comité social et économique, qui est important, qui doit être un terreau, un lieu de concertation, ne serait-ce que parce qu'au bout du compte, il y aura des procès-verbaux qui rendront compte des interrogations que vous avez pu avoir. Ça, c'est très important. Vous avez bien sûr le médecin du travail. Vous avez aussi, pourquoi pas, l'inspection du travail. Et puis, on peut aussi aller dans des entreprises qui ont des activités, je dirais, un peu plus fines, avec plus de risques peut-être physiques, l'ARACT, et vous pouvez parfaitement contacter la CPM ou l'inspection du travail pour avoir des avis à ce niveau-là, pour améliorer, affiner votre cartographie, effectivement, de ces risques. Parce que n'oublions pas une chose, au-delà de la performance, au-delà de la satisfaction client, il faut toujours avoir en tête que si un jour il y a une difficulté, c'est la responsabilité de l'entreprise qui sera recherchée. On lui reprochera toujours son inertie ou le fait qu'elle n'a pas anticipé les choses et qu'elle n'a pas pris un certain nombre de mesures. Donc là aussi, vous voyez, l'idée, c'est aussi de se préserver pour l'avenir et pour en assurer la pérennité. Parfait. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat afin que nous intervenants vous répondent en direct, hein. Donc, pas de questions pour l'instant. Question 3. Comment évaluer les risques RH liés à son activité et y a-t-il des secteurs particulièrement à risque? Alors, comment évaluer les risques RH liés à son activité? Alors là, c'est effectivement la deuxième phase, hein, donc ce qui vient, tout de suite, après l'identification, des risques, sur les que vous aurez donc, listés, vous aurez, scénarisé exactement, voilà, pour être au plus proche, donc, au plus précis, vraiment des sujets qui sont, liés à votre, organisation. Alors une évaluation, donc moi il y a 2 sortes d'évaluation. Il y a forcément, une évaluation que vous pouvez faire de manière très subjective, hein. Donc, peut-être que Pierre-Jacques pourra expliquer un petit peu, cette approche, voilà de son expertise. Nous en termes de alors moi en ce qui me concerne de gestion des risques, on a effectivement, une méthodologie d'évaluation. Donc ça va être un peu technique, donc c'est très difficile de résumer ça en quelques minutes. Mais donc c'est cette évaluation objective, va, reposer, effectivement sur, un modèle, un outil. Donc on va créer des matrices en fait pour positionner nos risques, des matrices, que l'on va, donc déterminer avec des échelles que l'on aura choisies. L'idée de ces échelles, hein, donc matrices, à 2 échelles, donc les plus pertinentes ou en tout cas les plus classiques, on peut choisir celles qu'on l'on veut, mais les plus classiques, ce sont, une échelle de probabilité d'occurrence de tel ou tel risque et une probabilité et une échelle d'impact, pardon. Donc, c'est ce que l'on utilise, je pense, le plus couramment, mais pour des, voilà, il est tout à fait possible d'en avoir, d'autres bien différentes. Ces échelles, voilà, vous positionnez ça donc sur une matrice qui aura plusieurs niveaux. Vous définissez vous-même le nombre de niveaux. L'idée est de faire au plus simple possible quand même malgré tout, pour ne pas créer, une usine à gaz et avoir vraiment une photographie qui est très, très, très parlante, hein. Cette matrice, c'est une matrice de criticité.
avec ces deux échelles, le croisement des deux degrés, les deux niveaux, donc soit de probabilité d'occurrence et d'impact, vous donneront un degré de criticité de votre risque que vous auriez sur votre matrice matérialisée en plusieurs zones, hein, donc avec des couleurs. Donc la zone verte, ce sera la zone de risque faible, la zone de risque significatif sera en rouge. Donc c'est vraiment c'est très graphique et très parlant. Une fois que vous avez déterminé quels sont toutes vos données, vous pouvez totalement avoir cette matrice qui va photographier à un instant T les risques qui sont les vôtres, même si ce sont des risques qui sont soit court terme, soit moyen ou long terme. Un petit focus, bien que technique malgré tout, sur cette échelle d'impact, hein, qui, elle, me semble absolument nécessaire d'utiliser dans toute cartographie des risques et dans toute matrice, puisque cette notion d'impact peut faire appel à plusieurs critères. Donc là, vous allez pouvoir faire votre évaluation objective sur la base de critères définis. Vous pouvez avoir un critère premièrement financier. Quel est mon impact financier si tel risque se produit? Quel est l'impact juridique? Quel est l'impact sur la continuité d'activité? Par exemple, si vous avez identifié un risque homme-clé, bon, vous allez perdre votre homme-clé. Est-ce que l'impact pour vous, il est plus financier ou est-ce qu'il est plus lié à la continuité d'activité? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que vous avez aussi peut-être un impact donc, au niveau donc, juridique, etc. Et vous pouvez avoir un risque de conflit avec votre associé minoritaire, etc. Donc là, vous pouvez définir plusieurs critères, ceux qui sont les vôtres, les plus prégnants en tout cas dans votre entreprise. Et à chaque niveau, vous déterminez, vous faites la définition de chaque niveau. Et là, vous pourrez positionner votre risque à tel ou tel niveau. Et l'idée n'est pas de faire une moyenne par rapport à tous ces critères, mais plutôt de retenir celui qui est le plus important, le plus fort. Donc, si c'est le critère financier qui est le plus fort pour le risque que vous êtes en train d'évaluer, il faut retenir celui-là et non pas faire une moyenne avec les autres critères. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vais pas aller plus loin dans cette technique d'évaluation objective, parce qu'on s'y perdrait, hein, mais il y a aussi cette possibilité d'avoir une évaluation subjective, puisque lorsque vous avez votre matrice de votre cartographie des risques, vous pouvez aussi très bien estimer que non, tel risque ne doit pas être plus fort dans mon entreprise que celui-là, et finalement, je vais le positionner ici parce que je vais le traiter plutôt en priorité. Voilà, je ne sais pas, Pierre-Jacques, si tu veux en rajouter Oui. avant que je réponde peut-être à la deuxième question. Ce qui est intéressant avec les risques RH, c'est le H, c'est humain. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de subjectivité, il y a une espèce d'aléa. Et la question qui se pose, c'est, j'ai aujourd'hui des ressources, en hommes, en femmes, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe demain si ces ressources faiblissent ou si ces ressources deviennent indisponibles ou si je n'ai plus les experts techniciens qui font marcher ma machine? J'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps d'une situation où on avait un salarié qui était un expert technique sur un sujet très pointu d'ingénierie, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Et puis l'entreprise s'est aperçue que malheureusement, cette personne était de nationalité étrangère et n'était pas en règle avec la situation sa situation d'étranger travaillant sur le sol français. Donc, vous voyez ce genre de situation. Il y aurait eu une appréciation des risques, c'est-à-dire en amont, si on a des salariés étrangers, quelles sont les mesures qu'il faut prendre, quelles sont les garanties qu'il faut avoir. Eh bien, on ne se serait pas retrouvé aujourd'hui dans une situation où, du jour au lendemain, l'entreprise a été obligée d'arrêter cette activité spécifique qui était liée à un seul homme, parce que sinon, si elle continuait, elle était susceptible d'être dans une utilisation, le fait de faire travailler des salariés étrangers sans papier. Enfin bref, on partait dans des choses très compliquées. Et là, il n'y a pas eu en amont une appréciation par rapport au fait qu'elle employait du personnel étranger. Donc voilà, ça c'est un risque RH concret qui peut intervenir à tout moment, et il n'y avait là aucune question de bonne ou de mauvaise foi. Il se trouve simplement que le collaborateur en question, il avait une carte de séjour qui durait un certain nombre d'années et n'avait pas pensé, tout le monde était honnête dans cette histoire, n'avait pas pensé à la renouveler en son temps, parce qu'il n'y avait pas eu en amont de contrôle, ou si des mesures avaient été prises, eh bien l'entreprise aurait dû se mettre des barrières, des tâches pour se dire, bon voilà, j'embauche tel étranger, je dois régulièrement, à telle échéance, m'assurer qu'il a bien fait les renouvellements nécessaires. Voilà, un exemple concret qui vient en complément de ce qu'indiquait Nathalie, pour vraiment vous dire que
on doit avoir cette vision vraiment à 360 degrés. Et encore une fois, elle est intéressante puisqu'on parle d'hommes et de femmes. Tout à fait. Alors, on avait aussi donc la deuxième question sur les secteurs particulièrement à risque. Donc là, bon, j'ai envie de dire, donc, comme disait Pierre-Jacques tout à l'heure, hein, donc il y a certains secteurs qui vont être forcément plus touchés par des risques de sécurité, santé, maladies professionnelles, notamment je pense au secteur industriel. Dans le secteur des services, on aura peut-être plus de sujets sur des burn-out, sur charge de travail, etc. Mais sinon, voilà, on a des secteurs qui sont particulièrement touchés par les pénuries de personnel. Donc, on est sorti d'une phase où on parlait beaucoup de chômage et désormais on parle beaucoup de pénurie de personnel. Donc, moi, je n'ai pas la réponse à la question de savoir où sont les gens et que font-ils, de quoi vivent-ils. Mais néanmoins, le constat a priori est celui-là, c'est qu'il y a de plus en plus de secteurs qui sont touchés par les pénuries de personnel. Donc, voilà, je pense que sinon, toutes les généralités que je citais, hein, donc, peuvent toucher de nombreux secteurs, hein, notamment sur ces sujets de quête de sens, hein, des salariés aujourd'hui et de l'organisation du travail, hein. Je pense que Pierre-Jacques fera un focus sur ce sujet-là, mais voilà, la quête de sens, les gens veulent d'autant plus, encore plus de télétravail. S'ils ne trouvent pas de sens à ce qu'ils font, bah, comment fait-on pour réagir, etc. Et ça, je pense qu'on peut tous, voilà, tous les secteurs peuvent être touchés par ce genre de problématique. Ok. On va peut-être toujours pas de questions dans le chat, donc on va passer à la question suivante. Hop. Alors, une fois les risques RH identifiés et évalués, quelles sont les mesures pour mieux les traiter et sécuriser ainsi son activité? Alors, je peux faire un petit focus technique juste très bref pour laisser la parole à Pierre-Jacques qui va plus approfondir les mesures. Donc, en termes, donc, sous ma casquette gestionnaire de risque, hein, on a plusieurs possibilités de traiter des risques, hein. Donc, on peut se contenter de les surveiller. Donc là, on va plutôt parler des risques sur lesquels on ne peut pas agir du tout, ceux que l'on ne maîtrise pas, ou ceux que l'on va décider de simplement surveiller parce qu'on n'a pas les moyens financiers ni humains de mettre en place des actions qui seraient pertinentes pour les traiter. Donc ça, c'est une forme de traitement d'un risque. On peut réduire, en revanche, des risques avec des actions immédiates, hein, des quick wins ou des actions qui sont à moyen et long terme. Donc là, on va effectivement prendre en considération toutes les grandes problématiques que je citais en introduction pour pouvoir les anticiper, hein. La conduite du changement, aujourd'hui, on parle beaucoup de métiers. J'avais un chiffre assez effarant sur ce point-là qui faisait état, alors c'était une enquête qui était conduite en 2020, je crois, mais qui disait que 70% des enfants qui étaient au CP ferait un travail qui n'existe pas encore aujourd'hui. Donc, c'est un chiffre un peu à prendre avec toute relativité, bien sûr, mais c'est vraiment, ça donne un petit peu le ton, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de métiers non connus, voilà, aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y en a un certain nombre aussi qui vont disparaître. Donc, on est vraiment sur cette idée de prendre en considération ces thématiques-là pour l'avenir, pour le futur. Et là, on parle vraiment exactement de long terme, mais il y a aussi du moyen terme, puisqu'il y a déjà des métiers qui se modifient profondément aujourd'hui. On a aussi une possibilité donc de transférer, pour traiter un risque par le transfert. Donc là, on va toucher, on parle beaucoup de transfert à l'assurance, c'est-à-dire je ne porte plus mon risque. Et en matière RH, donc c'est quand lorsque vous avez vos contrats d'assurance, hein, donc bon là, nous en France, on a la sécurité sociale, mais on a aussi les contrats prévoyance, etc. Tout ce qui est contrat d'assurance de personnes. Et puis, on a une autre façon de traiter un risque qui est l'abandon, mais là, on n'a pas trop de sujets en termes de risque RH, puisqu'on parle plutôt d'abandonner une activité ou d'abandonner quelque chose qui serait beaucoup trop risqué pour la société. Ok. Peut-être Pierre-Jacques. Oui, en complément,
je dirais, un peu pour sourire, moi, il y a une phrase de Woody Allen que j'aime bien qui est de dire: «L'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années». Dans le cas qui nous intéresse, c'est je suis chef d'entreprise et l'avenir m'intéresse parce que je compte bien que mon entreprise puisse être pérenne et se développer dans l'avenir. En fait, tout l'intérêt, il est là. Et comme je crois que c'est une citation de Woody Allen sur le fait qu'il est parfois difficile de prévoir ce que sera l'avenir et encore plus de dire ce qu'il sera, je crois que l'idée, c'est toujours d'anticiper et de se demander comment on va pouvoir réagir. Et sur la sécurisation, un petit point, un petit focus technique et de droit. Je parlais tout à l'heure du document unique d'évaluation des risques professionnels, vous savez, le fameux DUERP. Je vous rappelle que pendant longtemps, je reviens à ce texte un peu ancien, dès qu'une entreprise avait fait son DUERP, elle le mettait consciencieusement dans un tiroir et ne le sortait pas. Et ça restait un document complètement figé. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, et ça date de la pandémie, il y a des dispositions nouvelles qui sont intervenues et ce DUERP, il faut l'actualiser tous les ans. Alors, rappelez-vous, avant 2020, il était évoqué la pandémie, mais personne n'y pensait. On pensait que c'était des choses complètement folles et strictement sans intérêt. On voit bien que l'avenir nous a dit le contraire. Tout ça pour vous dire que l'idée, c'est pas de les avoir identifiés, de se dire, ça y est, j'ai fait le travail, j'ai fait ce que Nathalie Guinoni m'a dit de faire, c'est parfait, j'ai la paix. Eh ben non, parce qu'il faut le refaire en quelque sorte tous les ans pour l'actualiser si effectivement, au terme de votre activité, soit il y a comment dirais-je, des raisons internes, c'est-à-dire que vous avez changé d'activité, l'entreprise a développé de nouvelles activités, eh bien, quels en sont les risques? Et puis aussi penser à des activités exogènes ou à des risques exogènes auxquels on n'aurait peut-être pas forcément pensé. Donc toujours est-il que fondamentalement, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est de la vigilance. C'est de la vigilance et l'idée d'être en alerte sur ce qui peut se passer en sachant que de toute façon, et là, je ne voudrais pas être pessimiste, on ne pourra pas tout prévoir, hein, et Woody Allen a beau dire ce qu'il veut, malheureusement, il y a des choses que l'on n'arrivera bien sûr pas à prévoir, mais je peux vous assurer qu'en tant que chef d'entreprise, d'avoir fait ce travail qui en plus est un travail, comme le disait Nathalie, qui donne du sens, qui permet de se sécuriser un peu, eh bien, permet à mon avis de gagner véritablement en performance. Et c'est tout à fait aussi un exercice qui est évolutif, hein, puisque cette cartographie des risques, elle évolue dans le temps. Hein. Les risques que vous avez aujourd'hui, que vous aurez cartographiés, même si on parle de photographie, c'est une photographie à un instant T, et elle nécessite d'être elle-même actualisée, et d'autant plus sur les ressources humaines. On parle d'humains, donc avec un aléa qui est très, très, très fort. Et voilà, avec effectivement des risques endogènes et des risques exogènes. Donc, on a vraiment une nécessité d'actualisation sur ces sujets-là. Hein. Donc, ce qui est la photographie d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, dans 2 mois, encore moins celle de dans 6 mois. Rappelez-vous de Woody Allen, c'est pas un photographe, c'est un cinéaste, donc les choses bougent. Et il faut donc l'actualiser en permanence. Parfait. Toujours pas de questions dans le chat. Toujours pas de questions, bah écoutez. On va arriver à la dernière. Dernière question. Voilà. Oui, question un peu plus spécifique qui voilà. nous a été posée. Comment dirais-je, les risques RH de non-accès à la formation. Deux séries d'observations pour ensuite rentrer sur des choses un petit peu plus concrètes. Pourquoi parle-t-on de formation? Parce qu'aujourd'hui, en termes de droit du travail, il y a une obligation de l'employeur d'assurer l'employabilité de ses collaborateurs. Assurer l'employabilité, c'est quoi? C'est permettre à des collaborateurs d'évoluer pour s'adapter au monde qui justement évolue. Et je me rappelle toujours d'un dossier douloureux il y a de nombreuses années, licenciement économique dans une entreprise qui doit s'adapter, alors ce n'était pas du digital à l'époque, mais doit s'adapter à de nouvelles technologies. Et donc, entreprise qui va licencier pour motif économique un certain nombre, à l'époque c'était des assistantes, qui travaillaient uniquement, fondamentalement, du travail administratif sur le papier, qui n'étaient pas du tout formées à, pour faire simple, Excel, Microsoft, etc., etc., et qui sont licenciés. Eh bien, l'entreprise a perdu son procès parce que les salariés ont fait valoir, et finalement à juste titre, qu'ils n'avaient pas été formés à ces nouvelles technologies qui pourtant allaient arriver
au sein de l'entreprise. Et donc, ce défaut d'employabilité constitue un vrai risque pour l'entreprise. Alors, un risque bien évidemment contentieux, mais aussi un risque d'image, parce qu'une entreprise qui n'est pas en mesure de former son personnel est une entreprise qui ne va pas attirer des talents et qui risque comment dirais-je, de ne pas être séduisante par des gens qui se diront, mais finalement, je ne vais pas pouvoir véritablement évoluer. Donc, le risque RH de non-accès à la formation est un vrai sujet, je dirais un sujet externe si jamais il devait y avoir un procès, mais là on se situe vraiment dans l'exceptionnel, mais aussi un sujet en interne pour permettre effectivement aux entreprises de progresser et de faire progresser leurs ressources humaines. Entendons-nous bien, c'est des choses qui existent dans les grandes entreprises. Voilà, il y a des services spécialisés pour ça. C'est plus difficile à mettre en œuvre, on est bien d'accord, quand on parle de PME, de TPE ou de PME. Mais le principe en droit, vous savez, vous vous rappelez cette image, cette allégorie de la justice qui est aveugle et qui pèse le pour et le contre, qui pèse les intérêts des uns et des autres, mais qui est aveugle. Et donc là, on ne se posera pas la question de savoir si on est une petite ou une grande entreprise. Est-ce que l'on a pu permettre aux salariés d'accéder à de la formation? Et là, il faut non seulement permettre cette formation, mais pouvoir la tracer. Et ça, c'est très important comment dirais-je, pour conserver une trace. Il suffit pas de. On peut faire la formation en interne, mais s'il n'y a pas de compte-rendu, s'il n'y a pas de bilan, eh bien, ça ne sert strictement à rien. Donc là aussi, ayez une vision se dire toujours de tout ce que l'on fait, comment est-ce que j'en garde une trace et comment je peux en rapporter la preuve. Et en termes de formation, qui est un sujet absolument éminent en termes de RH, de l'avoir en tête. Vous vous rappelez à ce sujet qu'il y a un certain nombre d'entretiens qui sont à faire, notamment régulièrement, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces entretiens professionnels qui sont à faire régulièrement avec ses collaborateurs. C'est l'occasion de poser la question de la formation, de l'aide à la formation, du financement de la dite formation. Et je dirais que là aussi, ça rentre, vous voyez, ce n'est pas un risque la formation, c'est au contraire une opportunité, c'est un bénéfice. Le mot risque est parfois un mot qui est un peu tétanisant, hein, Nathalie, je dirais, qui fait un petit peu peur, qui est un peu, vous voyez, on a la fatalité qui vous tombe dessus comme ça. Non, Nathalie le disait à juste titre, l'idée c'est de créer des opportunités parce qu'il est certain que si vous mettez en place une politique de formation, et j'emploie le terme même pour des ETE, des TPE et même pour des PME, eh bien, c'est un des éléments qui va permettre de renforcer comment dirais-je, la sécurité et surtout la performance de l'entreprise. Donc, vous voyez, finalement, moi, ce que je trouve intéressant dans cette notion de risque RH, c'est une notion, encore une fois, à 360 degrés. On va parler de tout. Et c'est ce côté totalisant, en quelque sorte, qui rend le sujet non seulement passionnant, parce que derrière tout ça, c'est quoi? Eh ben, c'est l'organisation du travail, c'est la charge de travail, c'est vivre ensemble, pardonnez-moi cette banalité, au sein de l'entreprise, et c'est notamment une des contributions au fait que l'entreprise ne doit pas être, vous savez, on a coutume de dire qu'on ne peut pas sortir de l'entreprise plus malade qu'on y est rentré. C'est ce que l'on appelle l'obligation de sécurité, la nécessité de préserver la santé des collaborateurs. Et je pense qu'à ce sujet-là, la formation est un élément absolument essentiel et qui rentre dans les obligations de l'employeur. Et donc, là aussi, posez-vous la question de la formation. Est-ce que tout le monde a pu y avoir accès? Est-ce qu'elle est un élément, une priorité au sein de la politique RH de l'entreprise? Vous voyez, de tous ces éléments-là, c'est important de l'avoir absolument en tête. Et je crois que c'est un des exemples. Hein, on pourra peut-être, si on a le temps, évoquer d'autres exemples. Je parlais de préservation de santé, temps de travail, ou même d'avoir une vision des risques contentieux, notamment prud'homaux. Mais voilà, on voulait faire ce petit focus sur l'accès à la formation. Oui, alors, il nous reste. Vas-y, Nathalie. J'avais une petite illustration hein, qui est très concrète, très parlante et qui va concerner tout le monde sur ce sujet d'accès à la formation. Hein. C'est juste un exemple précis et qui va aussi alimenter le propos de l'interdépendance des risques entre eux. Là, je prends vraiment ma casquette gestionnaire de risque. Mais
c'est former votre personnel au risque cyber. C'est aujourd'hui crucial parce que toutes les cyberattaques, je pense qu'il y a à peu près plus de 9 sur 10 qui sont liées à un facteur humain. Voilà, des phishing, etc. Vous avez une seule personne dans votre entreprise qui va cliquer sur le mail qu'il ne faut pas et la pièce jointe qu'il ne faut pas. Ça suffit à mettre à mal votre société et un certain nombre de cyberattaques sont létales. Et voilà, vous pouvez mettre la clé sous la porte du jour au lendemain parce qu'une seule personne a cliqué sur le mauvais mail au mauvais moment. Et c'est absolument crucial aujourd'hui de former votre personnel, de former même toute la direction, tout le monde, voire même les parties prenantes qui sont les vôtres, hein, tout l'écosystème de votre société sensibilisé à ce risque cyber parce que voilà, c'est ça, les conséquences peuvent être absolument dramatiques. Et aujourd'hui, ce genre de formation peut être assez faite rapidement. Vous avez tout un tas de ressources sur Internet, sur le site de la CNIL, sur le site de l'ANSSI. Et là, vous pouvez aussi, par ce biais-là, à la fois vous sécuriser votre société, vous la rendez bien plus performante, mais également vous procurer une formation essentielle à tout votre personnel. Et donc, c'est pour le bien de tous, pour le bien de la société. Donc, vous avez, voilà, vous avez un certain nombre de sujets qui sont très facilement accessibles et c'est relativement assez simple. Et vous répondez aussi à votre obligation, quelque part, de formation de votre personnel. OK. Bon, il nous reste une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Et puis, je vais vous laisser un petit peu de temps, les personnes qui le souhaitent. On a été court et concis. Vous voulez ajouter quelque chose, Pierre-Jacques? Oui, peut-être sur quelques petits focus, comment dirais-je, quelques petits focus de risque RH, peut-être plus axés sur cette notion de droit du travail. J'évoquais tout à l'heure la préservation de la santé et je le disais, mais en souriant un peu, mais finalement c'est très sérieux sur le fait qu'on ne peut pas quitter son travail en étant plus malade qu'on y est rentré. Donc, vous l'avez compris, il y a derrière tout ça une obligation pour l'entreprise de préserver, de mettre comment dirais-je, en avant toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé de l'entreprise. Ça, c'est un vrai risque. Alors, simplement quelques petits focus d'attention et de préconisation. Une fois qu'on a dit ça, fondamentalement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, premier élément et premier conseil, dès que vous soupçonnez un problème de santé d'un collaborateur qui est moins performant parce que vous sentez qu'il peut avoir des problèmes de santé ou de cette nature-là, rappelez-vous une chose, vous n'avez pas la possibilité d'agir directement à l'encontre de ce collaborateur parce que c'est une mesure discriminatoire qui prend en compte son état de santé. Et on ne peut pas, en tant qu'employeur, décider quelque chose au nom de l'état de santé d'un collaborateur. Sauf, et le sauf est une exception absolument essentielle, sauf intervention du médecin du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes de RH, s'il y a le moindre soupçon d'une défaillance ou d'un manquement ou d'une faiblesse qui relève de la santé, pensons par exemple à des conduites addictives, alcool, drogue, etc., qui arrivent dans un certain nombre d'entreprises, fondamentalement, le partenaire qu'il faut associer à une réflexion, c'est le médecin du travail. Donc là aussi, c'est vraiment comment dirais-je, un élément absolument déterminant. Toujours en matière de préservation de la santé, eh bien, posez-vous la question, vous qui participez à cette émission, quels sont les moyens que vous avez mis en place au sein de votre entreprise pour contrôler la charge de travail de vos collaborateurs? Parce que vous l'avez compris, si cette charge de travail n'est pas respectée, eh bien, il y a deux types de risques. Il y a un risque de santé, à savoir, c'est le fameux burn-out, vous savez, qui est quand même très à la mode, hein, cet épuisement professionnel qu'on voit malheureusement dans de nombreuses entreprises. Et puis, il y a un risque juridique, j'aurais presque envie de dire pénal, hein, sans vouloir faire peur inutilement, de travail dissimulé, c'est-à-dire des gens qui travaillent trop, mais qui ne sont pas payés pour faire tout ça. Et donc des heures qui ne sont pas déclarées, avec tout derrière le travail dissimulé et les condamnations qui peuvent exister. Donc aujourd'hui, quels sont, vous voyez, une fois que vous êtes posé la question, comment est-ce que je contrôle ma charge de travail? Et c'est d'autant plus vrai que
C'est relativement facile quand on était dans un modèle fordien où tout le monde était ensemble à la même heure, dans le même lieu, et on pouvait voir qu'ils travaillent ensemble. Hein. Vous voyez, c'est ces films des années 40 où on voit toutes ces assistantes qui travaillent ensemble et qui tapent à la machine à écrire. Tout ça, on sait que tout ça, c'est terminé. Comment est-ce que je contrôle la charge de mon travail de mes 10 collaborateurs qui sont répartis un peu partout dans la France, aux quatre coins de la France? Comment je fais? Eh bien, là-dessus, il y a des aspects techniques, bien évidemment, qu'on peut trouver, mais il faut vous poser fondamentalement la question, parce que le jour où vous aurez quelqu'un qui arrivera en venant dire, voilà, j'ai fait tous mes logs, je suis en mesure de vous dire tout ce que j'ai fait, et qu'on voit qu'il est connecté de façon quasiment H24, parce qu'il y a un petit côté geek à être constamment, je dirais, connecté, eh bien, vous en aurez profité pendant un temps, sauf qu'ensuite, il viendra vous dire, oui, mais attendez, je suis dans une surcharge de travail, je ne suis pas en état de travailler, ça a porté atteinte à ma santé, etc., avec les risques collatéraux qui peuvent exister au niveau des autres salariés qui voient leurs collègues dépérir. Donc, vous voyez, on parle de choses très, très concrètes en ce qui concerne la préservation de la santé. Je pense également à vos forfaits jours. Forfaits jours, c'est génial. Ce sont des cadres autonomes qui partent travailler, on ne les surveille pas véritablement. Comment est-ce que vous êtes en mesure de savoir qu'ils utilisent leur temps de repos? Comment est-ce que vous êtes en mesure de savoir qu'ils ne sont pas en surcharge de travail? Donc voilà, ça c'est des questions qu'il est fondamental de se poser. J'arrête tout de suite, je vois qu'il y a, Myriam, une question qui est posée. Oui, bonjour. Quand on fait un test professionnel, peut-on faire signer une attestation au candidat? Cela suffit-il vis-à-vis de l'inspection du travail ou faut-il le déclarer via thèse système que nous utilisons? Et auquel cas, comment annule-t-on si le test n'est pas concluant? Écoutez, je pense que là, on a complètement intérêt à avoir la plus grande transparence. Donc, toutes les déclarations qui peuvent être faites sont, à mon avis, un élément de sécurité, pour l'entreprise. Ensuite, un test qui n'est pas concluant, il est ce qu'il est. Vous, en tant que chef d'entreprise, même sur un test concluant, vous pouvez décider finalement de ne pas embaucher. C'est le pouvoir de direction de l'entreprise. On n'est pas tenu par quelques machines ou par quelques tests que ce soit. Donc là-dessus, sentez-vous absolument libre d'embaucher ou de ne pas embaucher, hein, puisqu'on parle de ça, à la suite de tel ou tel test. La seule chose dont vous ferez attention en ce qui concerne ce test, c'est qu'il a bien des questions qui ont un caractère strictement professionnel. Hein. Toutes les considérations qui touchent à la vie privée, à la vie spirituelle, ou voire la vie politique, tout ça, il faut bien évidemment l'exclure. Hein. Donc, le vrai conseil que j'aurais envie de vous poser, surtout si vous faites appel à une société extérieure qui prépare ces tests, c'est bien vous assurer qu'on est sur le boulot et rien que sur le boulot, et surtout pas sur autre chose. Test professionnel non rémunéré. Oui, c'est ça. Alors, attention aux tests professionnels non rémunérés, parce que vous voyez bien qu'entre un test professionnel non rémunéré et passer une après-midi à travailler dans une entreprise, parfois la frontière est un peu fragile. Et là, moi, je suis notamment sur un cas de quelqu'un, alors ça s'était fait, j'étais pas intervenu malheureusement en amont, où finalement on a testé pendant 6 mois la personne, quasiment, une fois par semaine. Vous voyez, donc on est dans des situations complètement excessives, et là on n'est plus dans du test, on est dans du travail effectif. Donc là aussi, à utiliser à petite dose, dans un cadre très précis, dans un temps très limité, où on dit bien qu'on est dans un test, que la personne a le droit de venir, de ne pas venir, qu'elle peut répondre comme elle veut. Bref, ce n'est pas insubordonné. Donc, prudence et bon sens presque. Ok, d'autres questions? Il nous reste 5 minutes. Autre point, alors si je peux me permettre, Myriam et Nathalie, là aussi, des questions qu'il faut se poser. Charge de travail. Bon, est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de contrôler cette charge de travail à la fois quantitativement et qualitativement? Posez-vous la question. Autre charge de travail, autre préoccupation. Le temps, la dimension quantitative du travail. Aujourd'hui, si on faisait un test là auprès des personnes qui écoutent, comment est-ce que vous contrôlez le temps de travail sur le plan strictement quantitatif de vos collaborateurs? Je suis quasiment persuadé que 90% n'ont pas d'outils et ne savent pas contrôler. Je vous rappelle simplement une chose. Les seules personnes dont on ne contrôle pas le temps de travail, qui sont corvéables à merci, il en existe en droit du travail, ce sont les cadres dirigeants, qui sont en fait des quasi-patrons en quelque sorte. Eux, effectivement, ils n'ont droit à rien, sauf aux droits qui sont liés à la maternité. Tout le reste, ils n'ont droit à rien du tout.
mais vous pensez bien que ce n'est pas la majorité. En revanche, ceux qui sont en forfait jour, est-ce que vous êtes en mesure de comptabiliser régulièrement le nombre de jours travaillés des collaborateurs? Il faut se poser la question et on s'aperçoit que dans de nombreuses entreprises, ça n'est pas le cas. Et puis quand on est en heure, si on ne fait pas appel à une badgeuse, comment on fait? Est-ce que vous avez dans votre entreprise ce que l'on appelle un horaire collectif, qui est un horaire qui est le plus, comment dirais-je, le plus commun au sein de l'entreprise et qui indique bien, et je ne dis pas les horaires d'ouverture, hein, quand on parle parfois de magasin, on parle des horaires non, les horaires de travail. Il est important que quelque part ce soit affiché au sein de l'entreprise. Tout ça pourquoi, encore une fois? C'est quoi le risque derrière? Et là, c'est un peu au risque de se faire, de vous couper l'appétit à 12h27. C'est les demandes d'heures supplémentaires, de tensions au niveau du travail. Bref, tout ce qui va pouvoir perturber, parasiter le fonctionnement. Et on sait que c'est difficile de faire travailler des hommes et des femmes ensemble. C'est peut-être, moi je pense, c'est ce qu'il y a peut-être de plus difficile au monde. Bref, eh bien, comment est-ce qu'on peut limiter tout cela? Voilà, quelques éléments. Je ne dirais pas simplement que de bon sens, parce que derrière, vous l'avez compris, il y a du droit, mais l'idée était, encore une fois, de ne pas vous couper l'appétit, et deux, surtout, de faire preuve de vigilance pour finalement plus de sécurité et de sérénité. Ensuite, c'était un peu le message de ces directs du droit, Nathalie et Myriam. Oui, tout à fait. C'est effectivement, hein, donc garder à l'esprit que cartographier ces risques, RH et autres éventuellement, oui, en tout cas même RH, hein, parce que c'est vraiment aujourd'hui le sujet important, c'est se créer des opportunités et comme vient de le dire Pierre-Jacques, se créer l'opportunité de se poser les bonnes questions et de trouver les bonnes réponses par anticipation. Gagner en sérénité pour pas avoir trop de cheveux blancs, et vous voyez celui qui vous en parle. C'est ça. Forcément toute la sérénité au lui. Non, excusez-moi ce private joke, mais bref, toujours est-il que gagner en sérénité, c'est un des éléments qui répondent à la, comment dirais-je, qui est nécessaire par rapport à cette cartographie au risque RH. Merci en tous les cas de votre attention et je laisse les conclusions à Myriam. Merci à tous. Merci pour ces échanges et ces questions. Vous avez à l'écran les prochains directs, hein, au mois de janvier, au mois de mars. Il y en aura un au mois de février sur le négoce international que je n'ai pas encore finalisé complètement. Vous allez recevoir un mail avec le replay et un petit lien pour nous donner votre avis. Donc, n'hésitez pas à cliquer et à nous le donner. Et puis, nous vous souhaitons un très bon appétit et puis on espère vous compter parmi nous pour les prochains. Voilà, merci à tous. Merci de votre attention en tous les cas. Merci à vous. Au revoir. Merci, Au revoir.